Ma fille de 3 ans, Chloé, n'avait jamais fait une seule crise avec son grand-père. Puis, un jour, poussé par la curiosité, j'ai entrouvert doucement la porte de sa chambre et me suis effondré sur place. La scène qui s'offrait à mes yeux était tout simplement bouleversante. Je m'appelle Sophie. Je me considérais comme une mère plutôt moderne, persuadée que la connaissance et la patience pouvaient résoudre tous les problèmes d'éducation. Mon mari, Julien, était lui aussi un père formidable. Nous avons toujours été un duo soudé dans l'aventure d'élever notre première fille, Chloé. Notre petite Chloé était notre univers. Le jour, elle était un véritable ange. Avec ses joues rebondies, ses grands yeux noirs et un sourire capable de faire fondre le cœur le plus endurci, son rire cristallin emplissait chaque recoin de notre petit appartement et effaçait la fatigue de nos longues journées de travail. Mais quand l'obscurité tombait sur la ville et que les autres foyers plongeaient dans un sommeil paisible, chez nous, la guerre commençait. Mon petit ange se transformait en un véritable démon, armé de pleurs déchirants et d'une obstination à toute épreuve. Son problème était simple, elle ne pouvait pas s'endormir seule. Tous les livres de pédiatrie que j'avais lus, les conseils des experts sur Internet, les avis de mes amis mères de famille, tout convergeait vers la même conclusion. Il fallait lui apprendre à dormir seule très tôt pour développer son autonomie. Nous avions acheté un magnifique berceau en bois orné de rubans roses et y avions suspendu un mobile avec d'adorables animaux. Nous avions mis en place un rituel du coucher méticuleusement préparé. À 19 heures, un bain chaud avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. À 19h30, enfilage de son pyjama en velours préféré, un lapin tout doux. À 20 heures, un verre de lait tiède. Et pour finir, je lui lisais une histoire d'une voix douce. En théorie, c'était un rituel parfait, un chemin pavé de fleurs menant directement au pays des rêves. Mais la réalité était brutale. À l'instant même où son dos touchait le matelas, Chloé se redressait comme un ressort. Ses yeux qui se fermaient doucement devenaient soudainement ronds comme des billes, et ses jolies lèvres se préparaient à un torrent de larmes. Si je tentais de quitter la pièce, les sanglots se muaient en hurlements. Si je lui tournais le dos avec fermeté, une symphonie assourdissante commençait. C'étaient des cris de détresse et de colère, comme si on lui infligeait la pire des tortures. Les pleurs de ma fille avaient un pouvoir étrange. Ils traversaient les murs, s'infiltraient dans chacune de mes cellules nerveuses et me serraient le cœur. Nos voisins s'y étaient peu, être habitués, mais nous, jamais. Chaque nuit, nous étions rongés par la culpabilité, nous sentant les pires parents du monde. Finalement, les méthodes scientifiques ayant fait faillite, nous sommes revenus à une approche plus primitive. Nous nous relayions, Julien et moi, pour la bercer en arpentant le salon. Notre salon ne faisait guère plus de 20 mètres carrés, mais nous y marchions des kilomètres chaque nuit, comme des tisserands sur un métier invisible, confectionnant une étoffe de fatigue et d'impuissance. Chloé posait sa tête sur mon épaule ou celle de mon mari, s'y blottissant profondément pour trouver un peu de chaleur. Nous n'osions même pas nous asseoir. À la seconde où nos fesses touchaient le canapé, elle se tortillait et commençait à gémir. Nous marchions donc, sans fin, jusqu'à ce que le poids de notre fille dans nos bras devienne insupportable, jusqu'à ce que nos jambes soient ankylosées et que notre dos nous fasse souffrir atrocement. Généralement, vers minuit, 1 ou 2 heures du matin, lorsque nous étions au bord de l'épuisement total, elle finissait par s'endormir. Mais ce n'était pas la fin, la déposer dans son lit était un pari des plus risqués. Il fallait retenir sa respiration et bouger au ralenti, comme dans une scène de film. Le moindre bruit, le plus petit changement de température et des heures d'effort étaient réduits à néant. Elle rouvrait les yeux et le cycle infernal recommençait. Le manque de sommeil chronique nous avait transformés en ombres titubantes. Julien, mon mari ingénieur en BTP, d'ordinaire si soigné, partait désormais au travail les yeux cernés et l'air hagard. Quant à moi, qui avais un travail de bureau, j'allais souvent me passer de l'eau froide sur le visage aux toilettes pour ne pas m'endormir sur mon clavier. Nos conversations ne tournaient plus qu'autour du sommeil de Chloé. À quelle heure s'est-elle endormie hier soir? On devrait être essayé cette méthode? Chérie, je n'en peux plus. Je vais m'effondrer. Notre amour pour elle était toujours là, profond et immuable. Mais il était emprisonné dans une épaisse carapace de fatigue, d'irritation et d'un soupçon de ressentiment. Nous avons commencé à nous énerver pour des broutilles. Notre foyer, autrefois rempli de rire, était désormais envahi par une tension pesante.
Les nuits blanches ne rongeaient pas seulement notre santé physique, mais aussi notre esprit et nos émotions. Le contraste entre la Chloé du jour et la Chloé de la nuit était surréaliste. Si quelqu'un nous avait rendu visite uniquement en journée, il aurait juré que nous étions la famille la plus chanceuse du monde d'avoir une fille aussi adorable et sage. Aux premières lueurs de l'aube, elle était notre réveil. Sans pleurer, elle rampait jusqu'à notre lit, nous tapotait la joue de sa petite main et disait « Maman, maman », d'une voix aussi claire qu'un carillon. Son sourire radieux suffisait à dissoudre la fatigue de la nuit passée. Elle pouvait jouer seule pendant des heures, parlant à ses poupées, jouant à la maîtresse, au docteur, ou à la maman qui s'occupait de ses bébés en plastique. Elle fredonnait les comptines que je lui avais apprises. Sa prononciation était approximative, mais elle ne se trompait jamais de note. Quand je faisais le ménage, elle devenait ma petite assistante. Un petit chiffon à la main, elle me suivait partout, imitant chacun de mes gestes. Elle faisait semblant d'essuyer les pieds de la table et des chaises, ce qui, au final, salissait plus que ça ne nettoyait, mais son enthousiasme et sa bouille adorable m'empêchaient de me plaindre. À table, elle mangeait très bien toute seule. Bien qu'elle en mette parfois à côté, elle restait toujours sagement assise dans sa chaise haute, attendant que je lui donne la béquille ou s'appliquant maladroitement à manier sa cuillère. Avec son grand-père, elle était encore plus fusionnelle. Elle adorait s'asseoir sur ses genoux et écouter ces vieilles histoires, des récits qui n'intéresseraient plus les enfants d'aujourd'hui. Elle tripotait sa barbe blanche, jouait avec les rides de son front et éclatait de rire. Voir ces moments me remplissait de bonheur. Je me disais qu'avec de tels instants de paix, je pouvais endurer n'importe quelle épreuve. Mais, comme une loi immuable, le sortilège se rompait au coucher du soleil. Ma Cendrillon ne perdait pas sa pantoufle de verre, mais son adorable caractère. Dès 19 heures, au début du rituel du coucher, l'interrupteur démon s'enclenchait. L'enfant rieuse et pleine de vie disparaissait pour laisser place à une fillette capricieuse et irritable. Tout pouvait devenir un prétexte pour pleurer. L'eau du bain était un peu trop chaude, son pyjama lapin ne lui plaisait plus, le lait n'était pas assez sucré, ou elle avait peur quand le loup mangeait la grand-mère dans son livre de contes. C'était comme si tous ses sens étaient exacerbés et que sa patience s'était évaporée avec la lumière du jour. Le berceau en bois, acheté avec tant d'espoir, était devenu à ses yeux une prison. Le simple fait de le voir la faisait se débattre. Elle gigotait des pieds en criant « Non, pas le lit ». Quand je la prenais dans mes bras, je sentais tous ses muscles se raidir. Ce n'était plus un corps doux et chaud, mais un bloc dur, pétri de résistance. Parfois, par désespoir, je la posais dans son lit et quittais la pièce en me disant « Sois forte, elle va pleurer un peu et puis s'arrêter », mais je me trompais. Ses pleurs ne faiblissaient pas, au contraire, ils gagnaient en intensité et en désespoir. Elle s'agrippait au barreau du lit, tremblant de tout son corps et criant à s'en casser la voix « Maman, maman ». C'était toujours la même chose. En quelques minutes, je finissais par céder. Quand je prenais dans mes bras ce petit corps trempé de larmes et de sueur, mêlant peur et colère, j'avais le cœur en miettes. Ce contraste extrême me plongeait dans la confusion. Je ne comprenais pas mon enfant. Avais-je fait quelque chose de mal dans mon éducation ? Avait-elle un problème psychologique ? Je cherchais des symptômes sur Internet. La crise des 3 ans, les troubles du sommeil chez l'enfant, et même des problèmes plus graves. Plus je lisais, plus mon anxiété grandissait, et mon sentiment d'impuissance s'approfondissait. Julien essayait de me rassurer. Tous les enfants sont comme ça. Ça passera avec le temps. Mais il ne pouvait cacher sa propre fatigue et son désespoir. Il lançait souvent des plaisanteries amères. On a 2 enfants à la maison, la Chloé du jour et la Chloé de la nuit. J'adore celle du jour, mais franchement, celle de la nuit me fait un peu peur. Ces blagues ne me faisaient pas rire. Elles ne faisaient que souligner la réalité cruelle et épuisante à laquelle nous étions confrontés. La vie s'écoulait ainsi, dans un cercle vicieux et harassant. Le jour succédait à la nuit, et la nuit à un autre jour. Nous étions comme des soldats partant au front chaque soir et revenant chaque matin, vaincus et dépenaillés. La patience humaine a des limites, et les nôtres étaient depuis longtemps atteintes. Et le pire arriva à la fin de l'automne, quand les premiers vents d'hiver apportèrent un air froid et humide. Un soir, Julien rentra du travail avec une forte fièvre et une toux sévère.
Lui qui était d'une santé de fer et rarement malade, j'ai tout de suite compris que c'était sérieux quand je l'ai vu s'effondrer. Je me suis empressé de lui préparer un bouillon de poule, une tisane au gingembre, et de lui donner un antipyrétique. Mais cette grippe était particulièrement virulente. Il a déliré toute la nuit. Son corps était brûlant. J'ai veillé sur lui toute la nuit, changeant régulièrement la compresse sur son front et lui faisant boire de l'eau. Bien sûr, notre petit démon n'allait pas épargner sa mère, sous prétexte que son père était malade. Chloé a hurlé comme à son habitude. J'étais seul, débordé entre un grand malade et une petite patiente. En arpentant la chambre avec Chloé dans les bras, mon esprit était un écheveau de filles emmêlées, tandis que mes oreilles étaient tendues vers la respiration difficile de mon mari. Cette nuit-là me parut une éternité. À l'aube, la fièvre de Julien avait un peu baissé, mais il était toujours sans force. La nuit blanche et l'inquiétude m'avaient épuisé. J'avais la tête qui tournait et mon corps pesait une tonne. Je me suis forcé à me lever pour préparer le petit déjeuner, mais à l'instant où j'ai posé le pied par terre, un vertige m'a saisi. Tout est devenu noir, et je me suis affalé sur le sol. J'avais attrapé la grippe à mon tour. Ma fièvre n'était pas aussi élevée que celle de Julien, mais j'avais un mal de tête atroce et des courbatures qui me privaient de toute force. Les 2 piliers de la maison étaient maintenant cloués au lit, se regardant avec impuissance. Nous n'avions même pas la force de nous servir un verre d'eau. Mais le plus grand défi nous attendait encore. Notre petite fille qui, du salon, jouait seule en appelant de temps en temps « Papa, maman ». Heureusement, Chloé était toujours en pleine forme et débordée d'énergie. Mais cette vitalité même était devenue un fardeau que nous ne pouvions plus assumer. Qui allait lui donner à manger ? Qui allait jouer avec elle? Et surtout, qui allait l'endormir ce soir? Ce jour-là, nous avons vécu comme des morts vivants. Le père de Julien, mon beau-père, fut notre seul sauveur. Sans un mot, il est allé faire les courses, a préparé un grand faitout de bouillon pour toute la famille, et s'est occupé de Chloé, la consolant et la surveillant. Mais il était âgé, et sa santé n'était plus ce qu'elle était. En voyant cet homme s'agiter sans cesse entre son fils et sa belle-fille malade et sa petite-fille pleine d'énergie, un sentiment de culpabilité et de tristesse m'envahit. C'était nous, les jeunes, qui devions être son soutien, et nous étions devenus un poids pour lui. Quand la nuit est tombée, la terreur familière est revenue, mais décuplée. Notre fièvre à Julien et à moi recommençait à monter. Allongés dans notre lit, nous entendions les pleurs de Chloé dans le salon, impuissants. Ses cris étaient comme des milliers d'aiguilles qui nous transperçaient la tête, aggravant nos migraines. J'ai essayé de me lever, mais après quelques pas, j'ai dû m'appuyer contre le mur, haletante. L'état de Julien était pire. Il était secoué par des quintes de toux, et son visage était écarlate. Nous nous sommes regardés. Nos yeux reflétaient un profond désespoir. C'était sans doute le moment le plus impuissant de notre vie de parents. Nous avions échoué. Lamentablement. Nous étions incapables de prendre soin de notre propre fille. J'ai caché mon visage dans mes mains, et j'ai pleuré. Des larmes brûlantes coulaient sur mes joues fiévreuses. C'étaient des larmes d'impuissance, des larmes de fatigue accumulée, et des larmes de peur face à ce qui allait se passer cette nuit-là. Mon beau-père, Jean, vivait avec nous depuis la naissance de Chloé. Mais sa présence dans la maison était si discrète que j'en oubliais parfois qu'il était là. Il n'était pas comme les autres grands-parents que je connaissais, ceux qui tournent constamment autour de leurs petits-enfants, les couvrant d'attention et leur prodiguant sans cesse des conseils, parfois dépassés. Mon beau-père était un homme taiseux, presque muet. Il y avait des jours où il ne prononçait pas 10 mots. Ses phrases étaient toujours courtes et concises. « Je vais au marché. Le repas est prêt. Il y a du vent dehors », se limitant à transmettre les informations nécessaires. Il avait son propre univers dans cette maison, un vieux fauteuil en rotin sur le balcon. Quelques pots de fleurs, qu'il entretenait lui-même, l'entouraient. Chaque matin, il se levait très tôt, se préparait une théière de café et s'asseyait là, observant en silence la rue s'éveiller. Il lisait le journal, le vrai, celui en papier qui sent encore l'encre, et non les nouvelles bruyantes d'un smartphone. Parfois, il bricolait, réparant un ventilateur en panne ou une prise électrique desserrée avec sa boîte à outils. Tous les objets cassés de la maison reprenaient vie entre ses mains. Il faisait tout en silence, sans jamais se vanter ni attendre de reconnaissance. Parfois, en rentrant du travail, je trouvais la maison propre, le linge sec et le dîner prêt. Si je lui posais la question,
il se contentait de hausser les épaules et de changer de sujet. Concernant l'éducation de Chloé, il n'intervenait presque jamais. Quand Julien et moi, tout excités, appliquions des méthodes d'éducation suédoises ou américaines, il se contentait d'observer en silence, sans approuver ni désapprouver. Même lorsque nous souffrions de nos nuits blanches à cause de Chloé, il nous regardait avec des yeux compatissants, mais ne donnait aucun conseil. Pour être honnête, son silence me mettait parfois mal à l'aise. Je pensais qu'il était démodé, qu'il ne connaissait pas les nouvelles méthodes, ou peut-être même qu'il ne s'intéressait pas vraiment à sa petite fille. J'étais habitué à tout décider pour ma fille, de son alimentation à son éducation en passant par son sommeil. Au fond de moi, il y avait cette confiance, ou cette arrogance, de la jeune génération, persuadée de savoir mieux que quiconque ce qui est bon pour son enfant. Les anciennes méthodes, comme commencer la diversification trop tôt, ou couvrir un bébé trop chaudement, me semblaient toutes non scientifiques. Et comme mon beau-père ne disait rien, j'en avais conclu qu'il n'avait aucune recette secrète. La relation entre mon beau-père et Chloé était aussi très particulière. Elle l'adorait, mais d'une manière unique. Elle ne lui faisait pas de caprices, ne lui demandait pas de jouer bruyamment avec elle. Elle aimait simplement être près de lui. Elle pouvait rester des heures assise sagement sur ses genoux, tripotant les doigts calleux de son grand-père ou écoutant ses récits décousus sur des champs et des rivières d'un autre temps qu'elle n'avait jamais vus. L'amour de mon beau-père pour sa petite fille ne s'exprimait pas non plus par des mots. Il ne la complimentait jamais comme les autres, avec des « ma chérie, tu es belle, tu es intelligente ». Son amour se manifestait dans de petits gestes. Quand il lui achetait en silence ses gâteaux préférés, quand il recousait patiemment la peluche déchirée de Chloé, ou quand, pour la faire manger, il lui découpait une orange en quartier parfait. J'avais vu tout cela, mais, sans doute à cause de la fatigue et de mes propres préjugés, je n'avais pas saisi la profondeur de cet amour silencieux. Je pensais que c'était des choses normales qu'un grand-père fait pour sa petite fille. Je n'avais pas compris que derrière cette façade taiseuse se cachait un cœur chaleureux et une attention infinie. La présence silencieuse de mon beau-père dans cette maison était bien plus solide et importante que je ne l'avais imaginé. Notre fièvre à Julien et moi ne montrait aucun signe de baisse. Le monde semblait confiné aux quatre murs de notre chambre, un espace étouffant, rempli de tout. Dehors, les pleurs de Chloé s'intensifiaient. Elle en avait assez de jouer, elle avait faim, et l'absence de ses parents la rendait sans doute anxieuse. Ses pleurs n'étaient plus seulement de l'irritation, mais aussi de la peur. « Maman, papa, où vous êtes ?» Chacun de ces appels était comme une lame qui me transperçait le cœur. J'ai tenté de me lever, mais ma tête tournait et mes jambes flageolaient. L'état de Julien était encore pire. Il était presque évanoui, après une longue quinte de toux. Nous étions là, allongés, impuissants. La culpabilité nous prenait à la gorge. Mon beau-père faisait de son mieux. Je l'entendais essayer de calmer sa petite fille. « Sois sage, ma puce. Laissons maman et papa se reposer. Grand-père va te donner ta purée. » Puis j'entendais le bruit des couverts, suivi des sanglots de refus de Chloé. Tous les efforts de mon beau-père semblaient vains. L'enfant ne voulait que ses parents. Le lien du sang, l'habitude d'être soigné par nous, n'autorisait aucun substitut, même s'il s'agissait de son grand-père adoré. Les pleurs devinrent plus violents, mêlés au bruit de jouets jetés au sol. À sa manière, une enfant de 3 ans exprimait sa colère et protestait. Dans mon état de délire fiévreux, j'ai senti la porte de la chambre s'entr'ouvrir. La silhouette dégingandée de mon beau-père est apparue en contre-jour, son expression illisible. Il est resté un long moment sur le seuil, comme hésitant, et j'ai seulement entendu son léger soupir. La chambre était plongée dans le silence, à l'exception de nos respirations rauques et des pleurs incessants venant de l'extérieur. Je pensais qu'il allait vérifier notre état et repartir discrètement. Mais non, il est entré et s'est approché du lit. Il nous a regardés, Julien et moi, avec des yeux pleins d'inquiétude, puis il a ouvert la bouche. Sa voix était basse et un peu enrouée, mais dans le silence oppressant, elle résonna avec une clarté surprenante. « Je crois que je vais la prendre avec moi pour la nuit. » Ces mots m'ont stupéfié. Ma conscience embrumée par la fièvre s'est soudainement éclaircie. Avais-je bien entendu? Mon beau-père, septuagénaire, qui n'avait jamais eu à calmer un enfant de toute une nuit, proposait de s'occuper de notre petit démon? La surprise a vite laissé place au doute et à l'inquiétude.
Mais comment allez-vous faire? Elle va vous tourmenter toute la nuit. Vous êtes déjà affaibli. Si en plus elle vous empêche de dormir, vous allez tomber malade vous aussi. Je deviendrai la pire des belles filles. Julien a trouvé la force de parler. Non, père, c'est hors de question. Chloé est très difficile. Ce sera trop dur pour vous. Si vous tombez malade aussi, qu'est-ce qu'on fera? J'ai renchéri aussitôt. C'est vrai, beau papa, laissez-la. Je vais m'en occuper. Mais je savais moi-même que c'était un mensonge. Je n'avais plus la force de faire le moindre effort. Mon beau-père est resté là, imperturbable. Il n'a pas argumenté, ni expliqué. Il s'est contenté de nous regarder, puis de jeter un regard vers la porte d'où provenaient les pleurs déchirants de Chloé. Puis, d'une phrase courte mais lourde de sens, il a balayé tous nos refus. Vous n'arrivez même pas à prendre soin de vous, comment voulez-vous vous occuper d'elle? Laissez-moi faire. Sans nous laisser le temps de réagir, il a tourné les talons et est sorti. J'ai entendu le bruit de ses pas, le son de Chloé qu'il soulevait dans ses bras, les protestations de l'enfant qui se débattait, puis s'apaisait progressivement. Puis, le bruit de la porte de sa chambre qui se fermait. Soudain, la maison est devenue silencieuse. Un silence de mort. Cette quiétude soudaine m'a angoissé. Toutes sortes de scénarios terribles se sont dessinés dans ma tête. Elle va hurler jusqu'à s'en casser la voix. Mon beau-père, n'arrivant pas à la calmer, va peut-être se fâcher, la gronder. Ou pire, il va finir par nous la ramener, vaincus. Julien et moi nous sommes regardés avec des yeux pleins d'inquiétude, mais nous étions si épuisés que nous ne pouvions rien faire d'autre. Accepter sa proposition était notre seule option, une option désespérée, où nous nous en remettions à un miracle auquel nous ne croyions même pas. Après que la porte de la chambre de mon beau-père se fut refermée, un silence lourd et artificiel s'installa dans la maison. Habitué depuis si longtemps aux pleurs nocturnes de Chloé, cette quiétude me rendait anxieuse, voire effrayée. Allongé dans mon lit, les yeux fixés sur le plafond, j'ai tendu l'oreille. J'attendais que les cris familiers déchirent cette fausse paix. 1 minute, 5 minutes, 10 minutes passèrent. Rien. Seul le tic-tac de l'horloge murale, le léger murmure du vent dehors et la respiration régulière de Julien à côté de moi. « Chérie, tu n'entends rien ?» ai-je chuchoté, brisant le silence. Julien s'est retourné, la voix rauque à cause de sa toux. « Non, c'est trop calme, c'est étrange. Peut-être qu'elle était si fatiguée qu'elle s'est endormie tout de suite? Oh, est-ce qu'il y a un problème ?» L'inquiétude grandissait en moi. Il était impossible qu'une enfant qui pleurait si violemment se calme si soudainement. L'idée qu'elle ait été grondée au point d'avoir trop peur pour pleurer, ou qu'il se soit passé quelque chose de pire, m'a traversé l'esprit. L'imagination d'une mère malade et épuisée commençait à peindre des tableaux horribles. J'imaginais mon beau-père, excédé, lui crier dessus, la terrifiant. Ou peut-être avait-il utilisé une vieille méthode dont j'ignorais tout, qui aurait pu blesser mon enfant. Je n'en pouvais plus. Je me suis redressé. Non, il faut que j'aille voir. Julien m'a attrapé le bras. Chérie, tu as de la fièvre. Faisons confiance à mon père. Il aime Chloé plus que nous. Il ne lui ferait jamais de mal. Les paroles de Julien étaient sensées, mais elles ne suffisaient pas à calmer mon anxiété. Je me suis recouché, mais mon esprit était en ébullition. Toutes les quelques minutes, je tournais la tête, retenant ma respiration et tendant l'oreille. Le silence persistait. Ce n'était pas la quiétude d'un sommeil profond, mais plutôt le calme avant la tempête. J'avais l'impression que toute la maison retenait son souffle avec moi, attendant quelque chose. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone sur la table de chevet, vérifiant que la sonnerie était au maximum. Je me préparais mentalement à ce que mon beau-père appelle ou frappe à la porte à tout moment, nous rendant notre patiente habituelle. Mais ni appel, ni coup à la porte. Le temps s'écoulait lentement. 30 minutes, 1 heure, puis 2. Finalement, la fièvre et la fatigue l'ont emporté sur l'inquiétude. Mes paupières sont devenues lourdes comme du plomb. Peut-être que Julien avait raison. Peut-être que je m'inquiétais pour rien. L'enfant s'était être endormi, épuisé par sa journée de caprice et par l'environnement inhabituel. Ou alors, mon beau-père avait vraiment une recette magique que nous ignorions. Quelle qu'en soit la raison, ce silence était, à cet instant, un cadeau précieux. Pour la première fois depuis des mois,
voire des années, j'étais allongé dans mon lit à 22 heures, sans un enfant hurlant dans mes bras. Je pouvais sentir la douceur du matelas, la chaleur de la couette. Mon corps endolori commençait enfin à se détendre. Avant de sombrer dans un sommeil profond et épuisé, la dernière image qui m'est venue à l'esprit fut la silhouette dégingandée de mon beau-père. Que faisait-il en ce moment? Dormait-il? Ou veillait-il sur sa petite fille toute la nuit? Un vague sentiment de culpabilité m'a effleuré, mais la somnolence m'a submergé si rapidement qu'elle a balayé toutes mes pensées. Toute la maison était plongée dans une quiétude étrange et paisible. Une nuit tranquille que nous désirions depuis si longtemps, mais qui arrivait dans les circonstances les plus ironiques et inattendues. Cette nuit-là, pour la première fois depuis une éternité, nous avons dormi profondément, bien que des questions sans réponse et une anxiété latente flottaient encore dans nos rêves. Le sommeil profond, provoqué par l'épuisement et les médicaments, m'a offert un repos bien nécessaire, mais il n'a pas été entièrement paisible. Dans mon rêve, j'errais dans un long couloir sombre, bordé d'innombrables portes identiques. Derrière l'une d'elles, j'entendais les sanglots de Chloé. Terrifié, je cherchais frénétiquement la bonne porte, essayant de les ouvrir toutes, mais elles étaient toutes verrouillées. Les pleurs de ma fille s'éloignaient, devenaient de plus en plus faibles, jusqu'à disparaître complètement. Dans mon désespoir, j'ai crié son nom, mais seul l'écho de ma propre voix m'a répondu. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre, le dos trempé de sueur froide. Dehors, il faisait encore nuit noire. L'horloge indiquait qu'il était un peu plus de 3 heures du matin. La maison était toujours plongée dans un silence absolu. Mais ce silence, au lieu de me rassurer, creusait encore plus profondément mon anxiété. Le rêve que je venais de faire me semblait être un présage funeste. Pourquoi mon enfant était-elle si silencieuse depuis si longtemps? D'habitude, même épuisée, elle se tournait et gémissait plusieurs fois dans la nuit. Je ne pouvais pas croire qu'elle ait dormi d'une traite sans faire le moindre bruit depuis le début de la soirée. J'ai secoué doucement Julien. « Chérie, je suis trop inquiète. Et, s'il était arrivé quelque chose à Chloé ?» Julien a répondu, à moitié endormi. « C'est une bonne chose qu'elle dorme bien. Pourquoi t'inquiètes-tu? Arrête de penser à n'importe quoi et dors. » Mais je ne pouvais plus me rendormir. Des milliers de questions tourbillonnaient dans ma tête. Et si mon beau-père, dans son sommeil, ne l'avait pas bien couverte et qu'elle avait froid? La grande fenêtre de sa chambre pouvait laisser passer des courants d'air. Et si elle régurgitait ou avait du mal à respirer? Mon beau-père était âgé, son ouïe n'était plus très bonne, et il avait le sommeil lourd, il pourrait ne pas s'en rendre compte. Les pensées négatives m'assaillaient, devenant de plus en plus précises et terrifiantes. J'étais une mère, et mon instinct maternel me murmurait que quelque chose n'allait pas. Je suis sorti du lit sans faire de bruit. Ma fièvre avait un peu baissé, mais mon corps était encore endolori. J'ai marché à pas de loup dans le couloir sombre et frais. Arrivé devant la porte de la chambre de mon beau-père, j'ai collé mon oreille contre le bois froid, et j'ai retenu ma respiration. Aucun son, pas de ronflement, pas de bruit de mouvement, pas de tout, un silence parfait. Ce silence de mort m'a glacé le sang. J'ai posé la main sur la poignée, hésitant à ouvrir la porte, mais je me suis vite rétracté. Ne serait-ce pas trop déplacé? Que penserait mon beau-père en voyant sa belle-fille entrer en douce dans sa chambre en pleine nuit? Et si je les réveillais, la situation ne ferait qu'empirer. Je suis retourné dans mon lit. Un sentiment d'impuissance m'a envahi. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine et j'ai fixé la porte de ma chambre, comme si je pouvais voir à travers les murs. L'offre de mon beau-père m'est revenue en mémoire. Dans mon désespoir, je n'y avais pas réfléchi. Mais maintenant, un peu plus calme, je réalisais à quel point cette décision avait été imprudente. J'avais confié mon trésor le plus précieux, ma petite fille, à une personne en qui je n'avais pas une confiance totale quant à ses capacités à s'occuper d'un enfant. Et tout ça, juste pour pouvoir dormir. La culpabilité et le regret m'ont submergé. J'aurais dû faire un effort de plus, prendre un autre médicament et tenir une nuit de plus en la berçant. J'ai pris mon téléphone, allumé l'écran, mais il n'y avait aucun appel en absence de mon beau-père. J'ai pensé à lui envoyer un message pour prendre des nouvelles, mais je l'ai effacé aussitôt. Je ne devais pas le déranger à cette heure. Je suis resté assise comme ça, dans le noir, à combattre les peurs que je m'étais créées. Chaque minute semblait durer 1 heure.
J'avais le pressentiment que quelque chose m'attendait au matin, quand cette porte s'ouvrirait. Peut être une explication simple à ce silence, ou peut être quelque chose qui allait changer complètement ma façon de voir les choses. L'anxiété et les prémonitions se sont mêlées, transformant les dernières heures de la nuit en une longue et épuisante torture mentale. Finalement, l'obscurité profonde a commencé à laisser place à la lueur pâle de l'aube. Depuis mon réveil à 3 heures du matin, j'avais passé la nuit pratiquement les yeux ouverts. Ma fièvre commençait à monter, mais mon esprit était étrangement clair et tendu. Dès que les premiers bruits de la vie ont commencé à se faire entendre, le son d'un scooter dans la rue, le cri d'un marchand ambulant, je me suis levé d'un bond. Je ne pouvais plus attendre une minute de plus. Chérie, réveille-toi. Il faut qu'on aille voir dans la chambre de ton père. J'ai secoué Julien. Ayant bien dormi, il semblait beaucoup plus lucide. En voyant mon expression angoissée, il s'est levé précipitamment. Sans un mot, nous sommes sortis de la chambre à pas de loup. L'air matinal était frais, et la maison était toujours plongée dans le silence. Mon cœur battait la chamade, un mélange d'espoir et de peur. Nous nous sommes arrêtés devant la porte de la chambre de mon beau-père. Julien a pris une profonde inspiration et a frappé doucement. « Père, vous êtes réveillé ?» Pas de réponse. Il a frappé à nouveau, un peu plus fort, toujours ce silence angoissant. À cet instant, toutes mes peurs ont atteint leur paroxysme. N'hésitant plus, Julien a saisi la poignée et a ouvert la porte avec précaution. La porte a grincé en s'ouvrant, révélant une scène qui nous a tous les deux figés sur place. La chambre de mon beau-père était très simple. Un lit, une vieille armoire et un petit bureau. La lumière pâle du matin filtrait par la fenêtre, éclairant le lit où se trouvaient le grand-père et sa petite-fille. Ma petite démone, Chloé, l'enfant qui ne tenait pas 30 minutes en silence dans son propre berceau, dormait maintenant profondément, comme un ange. Elle était allongée sur le côté, ses joues roses, les coins de ses lèvres légèrement relevés, comme si elle faisait un beau rêve. Sa respiration était régulière et douce. Une de ses joues reposait sur quelque chose que je n'ai pas immédiatement identifié. Mais ce qui nous a le plus stupéfiés, c'était la position de mon beau-père. Il n'était pas allongé, il était assis. Le dos appuyé contre la tête de lit en bois dur, la tête penchée sur sa poitrine, les yeux fermés. Il semblait somnolé. Il portait encore ses vêtements d'intérieur de la veille, un vieux pantalon et un t-shirt délavé. Une fatigue extrême se lisait sur son visage. Ses rides semblaient plus profondes, et de larges cernes sombres marquaient le dessous de ses yeux. Il était assis là, immobile, dans une position visiblement inconfortable et contre nature. Nous sommes restés là, retenant notre souffle, de peur de faire le moindre bruit et de les réveiller. La scène était à la fois paisible et extrêmement étrange. Pourquoi mon beau-père dormait-il assis? Pourquoi ne s'était-il pas allongé confortablement à côté de sa petite-fille? Chloé semblait parfaitement sereine, mais la posture de son grand-père était celle de quelqu'un qui endure quelque chose. J'ai plissé les yeux, essayant de comprendre, et mon regard s'est arrêté sur son bras droit. Ce bras n'était pas détendu comme son bras gauche, ni croisé sur sa poitrine. Il était tendu sur le lit, et la tête de Chloé reposait entièrement dessus. Ce sur quoi la joue de ma fille était posée, c'était l'avant-bras de son grand-père. Je me suis senti pétrifié. Un frisson a parcouru mon échine. Je commençais à comprendre une vérité à la fois vague et terriblement puissante. J'ai regardé Julien, lui aussi fixé le bras de son père. Son expression est passée de la surprise à la stupeur, puis à une émotion indicible. Nous avions imaginé de nombreux scénarios. L'enfant en pleurs, le grand-père épuisé, ou même les deux dormant paisiblement côte à côte. Mais cette scène, un vieil homme somnolent assis dans la position la plus inconfortable qui soit, toute une nuit, pour servir d'oreiller à sa petite-fille. C'était quelque chose que nous n'avions jamais imaginé. Cela transcendait toute logique, toutes les méthodes d'éducation scientifique que je connaissais. C'était quelque chose d'une toute autre dimension. Nous sommes restés cloués sur le seuil, incapables de détacher nos yeux de cette scène étrange sur le lit. Tous les bruits avaient disparu, seule restait cette image, silencieuse mais d'une puissance inouïe. Plus je regardais, plus de petits détails importants m'apparaissaient. Les vêtements de mon beau-père n'étaient pas un pyjama, mais un vieux pantalon en coton et un t-shirt à manches courtes, ses vêtements de tous les jours. Cela signifiait soit qu'il n'avait même pas eu le temps de se changer, soit qu'il l'avait fait intentionnellement, pour être prêt à se lever à tout moment.
Même dans son sommeil, son visage portait les marques de l'endurance et d'une légère tension. Ses lèvres étaient serrées et ses sourcils légèrement froncés. Ce n'était pas le sommeil d'un homme qui se repose, mais le sommeil léger d'une sentinelle, prête à se réveiller à la moindre alerte. Mais le détail qui me captivait le plus restait ce bras droit, servant d'oreiller à Chloé. Je voyais ses doigts légèrement recroquevillés, les articulations blanchies par la tension prolongée. De là où je me tenais, je pouvais distinctement voir les veines bleues saillantes sur le dos de sa main et son avant-bras. Ce bras était parfaitement immobile, rigide et inébranlable comme un morceau de bois. La tête de Chloé était profondément enfouie dans l'avant-bras de son grand-père, et ses cheveux doux cascadés, recouvrant une partie du bras. Elle semblait être dans le confort et la sécurité les plus absolus. De temps en temps, elle frottait doucement sa tête contre cet oreiller, comme un chaton cherchant la chaleur. Une légère brise venant de la fenêtre a fait bouger les rideaux, et un rayon de soleil matinal a frappé directement le visage de mon beau-père. Il a légèrement bougé et a ouvert lentement les yeux. Pendant quelques secondes, son regard était embrumé, puis il nous a aperçus sur le seuil. Un air de gêne a traversé son visage, et il a rapidement baissé les yeux vers Chloé. Constatant que sa petite fille dormait toujours profondément, il a poussé un soupir de soulagement. Il a essayé de bouger, probablement pour retirer son bras, mais il s'est arrêté net, de peur de la réveiller. Il s'est contenté de remuer légèrement son dos endolori, essayant de trouver une position un peu moins inconfortable. Julien a ouvert la bouche. Sa voix était étranglée. « Père !» Mon beau-père a porté son index gauche à ses lèvres, nous faisant signe de nous taire. Puis, d'un regard, il nous a indiqué de sortir. Comprenant son message, nous avons reculé sans faire le moindre bruit et avons refermé doucement la porte. De retour dans le salon, nous étions toujours sous le choc. Julien s'est laissé tomber sur le canapé, la tête entre les mains. Il ne disait rien, mais je voyais ses épaules trembler. Je faisais les 100 pas dans la pièce, essayant de digérer ce que je venais de voir. Le mystère de cette nuit étrangement paisible était résolu, mais la réponse était encore plus bouleversante que la question. Il n'y avait pas de magie, pas de méthode d'éducation miraculeuse. Il y avait simplement un vieil homme, un grand-père de chair et d'os, qui avait transformé son propre corps en lit, en oreiller, pour sa petite fille. Il était resté assis comme ça toute la nuit, des heures durant, depuis le moment où il avait emmené Chloé dans sa chambre jusqu'au matin. J'ai commencé à tout reconstituer. Le silence soudain, après qu'il eut fermé la porte, le fait que l'enfant ne se soit pas retourné une seule fois de la nuit. Tout cela parce qu'elle avait obtenu ce dont elle avait besoin, quelque chose que le berceau le plus cher, ou les rituels de sommeil les plus scientifiques ne pourraient jamais lui donner. Un sentiment de sécurité absolue, la chaleur et la solidité d'un corps humain. Mon beau-père ne l'avait probablement ni bercé, ni chanté de berceuse. Il n'avait probablement rien fait. Il avait juste été là. Il s'était fait partie intégrante du sommeil de sa petite fille. Au prix d'un bras ankylosé, douloureux, d'une fatigue extrême, il avait acheté la paix pour toute la famille. Un sacrifice silencieux, si immense que je n'en croyais pas mes yeux. Et nous, les jeunes parents, si fiers de nos connaissances et de nos méthodes modernes, nous étions restés ignorants, nous faisant même des soucis et des doutes injustifiés. Cette vérité était comme une gifle à mon arrogance. Au milieu du salon, un très vieux souvenir m'est soudainement revenu à l'esprit. Un petit fragment, mais qui était la clé de toute cette histoire? C'était un souvenir de l'époque où Chloé n'était qu'un nouveau-né de quelques mois. Déjà à l'époque, elle avait le sommeil difficile. J'avais lu quelque part que le contact peau à peau donnait un sentiment de sécurité au bébé et l'aidait à mieux dormir. Alors, les premières nuits, je la faisais dormir sur ma poitrine. Mais cette position était très dangereuse. J'avais toujours peur de l'étouffer dans mon sommeil. Puis, j'ai découvert une chose. Chloé dormait très profondément lorsqu'elle posait sa tête sur mon bras ou celui de Julien. Elle enfouissait sa tête dans le creux de notre coude, s'agrippait fermement à notre avant-bras avec une main et s'endormait ainsi. Nous avons gardé cette habitude pendant un certain temps, mais c'était une véritable torture. Le bras qui servait d'oreiller s'engourdissait rapidement. C'était comme si des milliers de fourmis le parcouraient. Le sang ne circulait plus, tout le bras devenait lourd et insensible. Pour le retirer, il fallait des dizaines de minutes de mouvements lents et prudents. Et au moindre geste brusque, l'enfant se réveillait immédiatement et se mettait à pleurer. Après quelques mois, nos deux bras souffraient de douleurs chroniques.
J'ai eu un syndrome du canal carpien, et Julien une tendinite. Nous avons dû suivre des séances de kinésithérapie, et le médecin nous a averti que si nous n'arrêtions pas immédiatement cette habitude, nous pourrions avoir des lésions permanentes au bras. C'est la raison pour laquelle nous avions décidé de faire dormir Chloé dans son berceau. Nous pensions faire ce qu'il fallait, pour notre propre santé et pour l'autonomie de notre enfant. Nous avions tenté de remplacer nos bras par des oreillers moelleux et de jolies peluches. Mais nous avions oublié une chose, ou plutôt, nous avions essayé de l'oublier. Notre enfant ne voulait pas de la douceur, elle voulait du vivant. Elle avait besoin de la chaleur, du pouls de la vie, et de la sensation de solidité que seul le bras d'un être cher peut procurer, irremplaçable par quoi que ce soit d'autre. Toutes nos guerres du sommeil des 2 dernières années, toutes nos nuits blanches, toutes nos larmes et notre fatigue, tout cela provenait de ce simple besoin instinctif. Et mon beau-père, d'une manière ou d'une autre, le savait. Être, l'avait-il remarqué en observant sa petite fille depuis longtemps. Ou être était simplement l'instinct d'un homme mûr, l'instinct d'un amour assez grand pour sentir ce dont un enfant a besoin. Là où nous, les parents, avions abandonné à cause de la douleur et de la fatigue, un vieil homme à la santé fragile avait volontairement enduré cette torture. Et il n'avait pas simplement servi d'oreiller à sa petite fille, il l'avait fait en position assise. Une position qui multipliait la douleur et l'engourdissement. Il s'était transformé en un oreiller vivant. Un oreiller qui ne bouge jamais, qui ne se plaint jamais, qui endure silencieusement la souffrance. En réalisant cette vérité, une douleur inexprimable m'a envahi la poitrine. Pas la douleur physique de la maladie, mais une douleur venant des profondeurs de mon âme. J'avais mal pour le sacrifice de mon beau-père. J'avais mal pour l'innocence de ma fille, qui ne cherchait que la sécurité sans savoir qu'elle faisait souffrir son grand-père adoré. Et surtout, j'avais mal pour ma propre insensibilité. J'étais juste à côté, j'avais vécu la même expérience, et pourtant, je n'avais pas réussi à faire le lien. J'étais tellement concentré sur les méthodes et les règles que j'en avais oublié l'essentiel, l'empathie. Julien était assis sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains. Je savais qu'il pensait la même chose. Il était le fils de son père, il le comprenait mieux que moi. Il devait se sentir encore plus mal, encore plus coupable. Cette vérité n'était pas seulement la réponse au problème de sommeil de Chloé, elle révélait une autre vérité, bien plus douloureuse, notre propre égoïsme et notre manque de sensibilité. Pendant que nous nous battions contre notre enfant, mon beau-père avait choisi la voie de l'accompagnement. Nous voulions la changer. Il a accepté et comblé ses besoins. À cet instant, je me suis sentie si petite, si défaillante. La vérité a déferlé sur moi comme un torrent, emportant toutes les idées et tous les préjugés que j'avais accumulés. Debout au milieu du salon, j'avais l'impression de me noyer. Un mélange de honte, de culpabilité et de gratitude infinie a créé une émotion si intense que j'en avais le souffle coupé. Je pensais que l'amour devait s'exprimer par des mots doux, des cadeaux coûteux et des méthodes d'éducation avancées. J'étais fier d'aimer mon enfant à ma manière, un amour scientifique et moderne. Mais maintenant, je réalisais qu'il existait un amour bien plus grand, l'amour silencieux, celui qui ne demande aucune reconnaissance, qui s'exprime par des actes et un sacrifice discret. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais désapprouvé mon beau-père, lorsqu'il donnait un biscuit à Chloé avant le repas, ou la laissait regarder la télévision un peu plus longtemps que prévu. Je pensais qu'il enfreignait les règles et sapait mes efforts éducatifs. Je le voyais comme un gendarme de la discipline, oubliant qu'il aimait simplement sa petite fille à sa manière, une manière simple et un peu indulgente. J'avais imposé mes critères à un homme qui avait vécu toute une vie et élevé mon propre mari. Quelle arrogance absurde! À ce moment-là, la porte de la chambre de mon beau-père s'est à nouveau entr'ouverte. Cette fois, c'était Chloé qui était réveillée. Elle se frottait les yeux et est sortie en titubant. En nous voyant, Julien et moi, elle a souri de toutes ses dents, a couru vers moi et s'est accrochée à ma jambe. « Maman !» Sa voix claire et son sourire radieux étaient les mêmes que d'habitude. Mais maintenant, à mes yeux, son image se superposait à celle du sacrifice de son grand-père. Mon beau-père est sorti à sa suite. Sa démarche était légèrement chancelante. Il se massait le bras droit avec sa main gauche, un geste anodin, mais qui m'a serré le cœur. Son visage était toujours aussi serein, seulement marqué par une légère fatigue.
Il a regardé alternativement Chloé et nous, puis a esquissé un sourire bienveillant. Vous voilà réveillée. Elle doit avoir faim. Je vais lui préparer son lait. Il a parlé d'une voix normale, comme si de rien n'était. Au moment où il allait se retourner, Julien s'est levé précipitamment et s'est approché de lui. Père, asseyez-vous, reposez-vous. Je vais le faire. La voix de Julien était presque brisée. Il a aidé son père à s'asseoir sur le canapé. Mon beau-père a semblé un peu surpris par le geste de son fils. Il a levé la main en signe de protestation. Mais non, ça va. Je suis juste resté assis un petit moment. Son petit moment était une longue nuit de douleur et d'engourdissement. En entendant ces mots, je n'ai plus pu me retenir. Des larmes chaudes ont commencé à couler sur mes joues. Ce n'était ni de la tristesse, ni de la joie. Je pleurais d'émotion, de gratitude et de honte. Des larmes qui jaillissaient de la prise de conscience que le miracle que je cherchais depuis si longtemps ne se trouvait dans aucun livre de pédiatrie ni chez aucun expert. Ce miracle était là, chez moi, sous la forme d'un vieil homme taiseux. L'amour inconditionnel de mon beau-père était le plus grand des miracles. Un miracle discret, sans faste, mais qui avait le pouvoir de calmer un enfant en pleurs et de relever une famille au bord de l'épuisement. C'était un amour qui n'avait pas besoin de mots, qui ne se sentait qu'avec le cœur. Et aujourd'hui, pour la première fois, mon cœur pouvait le ressentir pleinement. Toute cette journée-là, ma tête fut un tourbillon d'émotions contradictoires. La fièvre persistait, mais la culpabilité qui brûlait dans mon cœur était bien plus ardente. Assis sur mon lit, je regardais le salon. Chloé jouait joyeusement avec son grand-père. Elle était innocente, comme si rien ne s'était passé, ignorant la souffrance que son grand-père avait endurée pour elle la nuit précédente. C'était peu, être mieux ainsi. Mais pour moi, la mère qui avait tout vu, il était impossible d'être sereine. Ce jour-là, chaque geste de mon beau-père était comme une aiguille dans mon cœur. Je le voyais de temps en temps, se masser l'épaule et le bras droit avec sa main gauche. Je l'ai vu grimacer involontairement, en essayant de lever le bras pour ramasser un jouet de sa petite fille. Son bras était de toute évidence très douloureux, séquelle de cette longue nuit immobile. Mais chaque fois que je lui demandais « Beau papa, ça va ?» il se contentait de sourire et de faire un geste de la main. « Oui, oui, ça va. C'est la vieillesse, tu sais. Ça tire, un peu de temps en temps. » Il mentait. Il essayait de cacher son sacrifice pour que nous ne nous inquiétions pas ou ne nous sentions pas coupables. Sa noblesse me faisait me sentir encore plus petite et égoïste. Je me suis souvenu des fois où je m'étais énervé contre mon mari parce qu'il s'était assoupi pendant son tour de garde. Des fois où j'avais en voulu à mon enfant, me plaignant intérieurement de sa difficulté et de ses exigences. Je ne pensais qu'à ma propre fatigue, à ma propre douleur. Je voyais cela comme un fardeau. Mais mon beau-père, lui, avait porté ce fardeau volontairement, sans un mot de plainte. Pour lui, ce n'était pas un fardeau, c'était de l'amour. La plus grande honte venait de mon ignorance et de mon indifférence envers l'homme qui avait mis au monde mon mari. Je vivais sous le même toit que lui, je partageais mes repas avec lui, mais je ne le comprenais pas vraiment. Je lui avais collé l'étiquette de l'homme démodé et inaccessible, et je m'étais permis d'ignorer ses opinions et ses sentiments. Je n'avais jamais pris le temps de discuter avec lui, de lui demander son passé, les difficultés qu'il avait rencontrées en élevant Julien. Je ne voyais qu'un vieil homme solitaire et silencieux, sans réaliser que derrière ce silence se cachaient des trésors d'expérience, de patience et d'un amour profond et discret. J'ai eu honte en pensant à toutes les fois où mon mari et moi nous étions plaints à voix basse de nos nuits blanches, alors qu'il était juste à côté. Il avait sûrement tout entendu. Il avait vu notre impuissance et notre épuisement. Sa proposition n'était pas un acte impulsif, mais le résultat d'une longue observation et d'une grande empathie. Il connaissait l'orgueil des jeunes comme nous. C'est pourquoi il n'avait ni critiqué ni sermonné. Il avait choisi d'agir. Un acte silencieux, bien plus puissant que des milliers de mots. À midi, alors que Julien cuisinait, je me suis approché de lui. « Chérie, ai-je commencé, hésitante. Je me sens comme une très mauvaise belle-fille. » Julien a éteint le feu et s'est retourné. Son regard était lourd lui aussi. Moi aussi. On a été tellement indifférents envers mon père. C'est moi qui ai insisté avec ces méthodes lues dans les livres, ai-je poursuivi d'une voix pleine de regrets. J'ai essayé de faire de notre fille une enfant de manuel, en oubliant qu'elle était une vraie personne avec ses propres besoins. Et je n'ai pas respecté ton père.
Julien m'a prise dans ses bras. Ce n'est pas seulement ta faute. Moi aussi. On était tellement absorbés par nos propres vies qu'on a oublié la personne la plus précieuse à nos côtés. Aujourd'hui, mon père nous a donné une très grande leçon. En tant que mère, en tant que belle-fille, mon cœur était un enchevêtrement complexe d'amour, de gratitude et de profonds regrets. Je savais que des excuses verbales ne suffiraient pas, le changement devait venir du plus profond de mon cœur, de mes actes. La leçon que mon beau-père m'avait donnée n'était pas une astuce pour endormir un enfant. C'était une leçon sur l'amour, le sacrifice et la manière de vivre. Et je réalisais que je devais tout réapprendre à partir d'aujourd'hui. Après la tempête émotionnelle de ce jour-là, notre santé à Julien et moi s'est progressivement rétablie, mais nos cœurs avaient changé pour toujours. La maison était la même, mais je voyais tout à travers une nouvelle lentille, celle du respect et de l'empathie. Je ne considérais plus mon beau-père comme une ombre silencieuse, une présence acquise dans la maison. Désormais, le moindre de ses gestes attirait mon attention et prenait un sens profond. J'ai commencé une exploration, non pas d'une terre inconnue, mais de mon propre beau-père, qui vivait juste à côté de moi. J'ai réalisé que son amour pour Chloé ne se limitait pas à cet oreiller de bras nocturne. Cet amour, comme une rivière, s'infiltrait silencieusement et obstinément dans chaque moment de la journée. Un après-midi, en rangeant la chambre de ma fille, je suis tombé sur son ours en peluche préféré. Ce vieil ours, un cadeau de son premier anniversaire, l'avait accompagné dans d'innombrables batailles imaginaires et crises de colère. Quelques jours plus tôt, dans un accès de caprice, elle l'avait jeté dans un coin de la pièce, et une longue déchirure était apparue sur son ventre, laissant s'échapper la bourre. À ce moment-là, Julien et moi étions si épuisés que nous n'y avions pas prêté attention, pensant simplement lui en acheter un nouveau plus tard. Mais maintenant, en soulevant l'ours, j'ai été stupéfaite. La déchirure avait disparu, remplacée par une couture solide et régulière, faite à la main. Le fil n'était pas de la même couleur que la fourrure brune de l'ours, mais gris, probablement la seule couleur qu'il avait pu trouver dans sa vieille boîte à couture. La couture n'était pas aussi nette que celle d'une machine, elle portait la maladresse d'un homme âgé, dont la vue avait peu être baissée. Mais c'est cette imperfection même qui m'a piqué les yeux. J'ai imaginé mon beau-père, après avoir endormi sa petite fille, à la lumière d'une faible lampe, avec ses lunettes sur le nez, recousant point par point la peluche avec soin. Il n'avait pas voulu abandonner le vieil ami de sa petite fille. Il avait voulu le réparer, tout comme il réparait silencieusement la paix de notre famille. J'ai découvert bien d'autres choses. Les repas de Chloé étaient toujours préparés avec une attention particulière par son grand-père. Quand je préparais une soupe de poisson, il s'asseyait patiemment et retirait la moindre petite arête pour que sa petite fille ne risque jamais de s'étouffer. S'il y avait des oranges, non seulement il les pelait, mais il retirait aussi méticuleusement les fines peaux blanches qui adhèrent au quartier, pour ne donner à sa petite fille que la partie la plus sucrée et la plus juteuse. Autrefois, j'aurais être pensé que c'était trop méticuleux, inutile. Mais maintenant, je comprenais que ce n'était pas de la méticulosité, mais une attention délicate, née du désir, qu'un être cher ne subisse même pas le plus petit inconfort. Leur relation m'apparaissait aussi plus clairement. Chloé semblait sentir la chaleur et la sécurité absolue qui émanaient de son grand-père. Elle aimait apporter ses livres d'images et aller s'installer dans le fauteuil en rotin. Non pas pour que son grand-père lui lise l'histoire, mais simplement pour s'asseoir sur ses genoux, la tête appuyée contre sa poitrine, et tourner les pages elle-même. Parfois, elle pointait une image du doigt et marmonnait. « Papy, c'est quoi ça ?» Son grand-père ne répondait pas tout de suite, il regardait attentivement l'image, puis l'expliquait avec les mots les plus simples. Il y avait entre eux une communication spéciale, qui transcendait les mots, une confiance et une complicité qui n'avaient pas besoin de preuves. Les voir assis ensemble sur le balcon ensoleillé, le vieil homme et la petite fille, le silence et le babillage, je me disais que c'était le tableau le plus beau et le plus paisible du monde. Les actes d'amour silencieux de mon beau-père tissaient un filet invisible qui enveloppait l'enfance de ma fille et réchauffait même mon cœur, devenu froid par la fatigue. Quelques jours plus tard, la santé de mon mari et la mienne étaient complètement rétablies. La vie à la maison a progressivement repris son cours normal, mais avec un changement majeur, des nuits paisibles. Depuis cette nuit fatidique, Chloé continuait de dormir avec son grand-père. Julien et moi n'osions pas aborder le sujet de la ramener dans son berceau.
D'une part, le traumatisme des nuits horribles passées était encore présent, et d'autre part, nous ne voulions pas briser la paix dont jouissait notre enfant. Mais au fond de moi, une question persistait, une curiosité mêlée à une envie d'exprimer ma gratitude totale. Je voulais entendre le secret de la bouche de mon beau-père lui-même. J'ai décidé de commencer par Julien. Un soir, alors que nous regardions la télévision, je me suis tourné vers lui et j'ai demandé, aussi naturellement que possible: Chérie, ça fait plusieurs jours que je me pose la question. Ton père doit avoir un secret. C'est incroyable, non? Comme tu es son fils, tu pourrais peut-être lui demander comment il fait pour endormir Chloé si facilement. Julien a détaché ses yeux de l'écran et m'a regardé. Il est resté silencieux un moment, puis a soupiré doucement. Tu penses vraiment qu'il y a un secret? Je lui ai demandé cet après-midi. Mes yeux se sont illuminés. Vraiment? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a juste souri, a continué Julien. Il m'a dit: dormir avec un vieux grand-père, ce n'est pas très amusant. Elle a dû s'endormir d'ennui. Il n'y a pas de secret. Puis il a tout de suite changé de sujet en me demandant comment ça allait au travail. Il ne veut pas en parler. Chérie, ce qu'on sait est suffisant. N'insistons pas. J'étais un peu déçu par la réponse de Julien, mais en même temps, je comprenais mieux le caractère de mon beau-père. Il ne voulait aucune reconnaissance pour ce qu'il avait fait. Mais je n'ai pas abandonné. Je me suis dit que Julien avait être posé la question maladroitement, que je devais essayer moi-même. Le lendemain, j'ai attendu que mon beau-père soit seul sur le balcon, en train d'arroser ses plantes. Je lui ai apporté une tasse de tisane chaude. Beau papa, une petite tisane pour vous réchauffer. Il commence à faire froid, il faut prendre soin de vous. Il a pris la tasse, a hoché la tête et a souri. Merci, ma fille, je suis habitué à ce temps. Je me suis assis sur une petite chaise à côté de lui, j'ai hésité un instant, puis je me suis lancé, d'une voix douce et sincère. Beau papa, je voulais vous remercier pour toute l'aide que vous nous avez apportée ces derniers jours. Chloé est devenue si calme depuis qu'elle dort avec vous. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous sommes heureux. Vous ne pourriez pas nous confier votre secret? Comme ça, plus tard, on pourra l'endormir nous-mêmes avec votre méthode pour ne plus vous déranger. Mon beau-père a bu une gorgée de tisane. Son regard était toujours fixé au loin. Il ne me regardait pas, mais je savais qu'il m'écoutait. Après un moment de silence, il a répondu lentement, d'une voix toujours aussi calme: quel secret? Elle était probablement fatiguée d'être malade, et l'endroit était nouveau. Alors, elle s'est endormie, c'est tout. Et puis, les enfants se sentent en sécurité avec leurs grands-parents, alors ils dorment mieux. C'était pareil quand j'élevais Julien. Il a habilement transformé son sacrifice personnel en une expérience générale de la génération précédente. Il n'a pas dit un mot de son bras douloureux, de sa nuit blanche. Sa réponse était légère comme une plume, mais elle érigeait un mur invisible, un mur qui m'empêchait d'approcher de plus près son sacrifice. Il ne voulait pas que quiconque y touche le nomme, l'analyse. Parce que pour lui, ce n'était pas un sacrifice digne d'éloge, c'était simplement de l'amour. Mes questions n'ont pas obtenu la réponse que je cherchais, mais ce silence et cette esquive étaient la réponse la plus claire qui soit. Il me montrait une humilité infinie et un amour d'une pureté extrême. Mon beau-père n'avait pas besoin de nos remerciements verbaux. Il voulait juste que nous sachions. J'ai compris que mon insistance pouvait même devenir une gêne. Ce secret devait être gardé, non pas pour le cacher, mais pour respecter son silence. Je n'ai pas trouvé le secret, mais j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux, un profond respect pour mon beau-père. La vie a progressivement repris son cours, mais quelque chose restait en suspens dans mon esprit. Je connaissais l'histoire derrière le sommeil de ma fille. J'avais assemblé les pièces du puzzle, mais ce n'était qu'une déduction basée sur la scène que j'avais vue ce matin-là. Une partie de moi, très humaine, curieuse et sceptique, voulait voir de ses propres yeux. Je voulais voir le processus complet, se déroulant dans le silence de la nuit, et non le résultat une fois le jour levé. J'avais besoin d'une dernière confirmation pour effacer la moindre parcelle de doute et graver cette image dans mon cœur pour toujours. L'occasion s'est présentée un soir de week-end. Julien avait un projet urgent au travail et devait rentrer tard. Il n'y avait que moi, mon beau-père et Chloé à la maison. Après le dîner, j'ai décidé qu'il était temps de remettre Chloé dans son berceau. Nous ne pouvions pas dépendre éternellement de mon beau-père.
Sa santé était la chose la plus importante. J'ai recommencé le rituel de sommeil familier. Bain, pyjama, lait, histoire. Chloé semblait plus coopérative que d'habitude. J'ai nourri un petit espoir, mais non. À l'instant où je l'ai posée dans son lit, l'interrupteur démon s'est rallumé. Les pleurs familiers ont déchiré le calme du soir. Je l'ai consolée, tapotée, chanté des berceuses, mais tous mes efforts furent vains. Elle s'agrippait aux barreaux du lit, hurlant et appelant son grand-père. « Papy !» Mon cœur s'est serré. Elle s'était habituée à la sécurité auprès de son grand-père et se sentait maintenant abandonnée. Alors que j'étais sur le point de céder, la porte s'est entr'ouverte. Mon beau-père était là, toujours avec son expression sereine. Sans un mot, il est entré, a soulevé l'enfant qui se débattait. Comme par magie, Chloé a immédiatement cessé de pleurer. Elle a enfoui sa tête dans l'épaule de son grand-père, s'agrippant à son cou avec ses deux bras, comme un petit koala. Mon beau-père m'a regardé. Son regard ne contenait aucun reproche, seulement de la compréhension. « Je m'en occupe. Va te reposer. Tu travailles demain. » Puis il est retourné dans sa chambre avec Chloé. La porte de sa chambre s'est refermée et la maison est à nouveau tombée dans le silence. Mais ce soir, je ne suis pas allé me reposer. Ce soir, c'était la nuit de la révélation. J'avais décidé. Je devais savoir. Je devais voir de mes propres yeux. Je me suis assise dans le salon, j'ai éteint toutes les lumières, ne laissant qu'une petite veilleuse dans un coin. Pas de télévision, pas de livre. J'ai juste attendu. Le temps s'écoulait lentement. 22 heures, 23 heures. Seul le tic-tac de l'horloge et le son de ma propre respiration se faisaient entendre. J'étais tendu, comme avant un événement important. Quand l'horloge a sonné minuit, j'ai su que le moment était venu. J'ai retiré doucement mes chaussons, marchant pieds nus sur le sol froid pour ne faire aucun bruit. Pas à pas, je me suis dirigé vers la chambre de mon beau-père. Le couloir était d'une obscurité totale, seulement éclairé par la faible lueur de la lune filtrant par une fenêtre. Mon cœur battait de plus en plus vite, pas de peur, mais d'une sorte de recueillement, comme si j'entrais dans un lieu sacré. Je me suis arrêté devant la porte de sa chambre et j'ai tendu l'oreille. De l'intérieur, je n'entendais que la respiration régulière et faible de ma fille. Elle dormait profondément. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai posé ma main tremblante sur la poignée. Je l'ai tournée très lentement pour ne pas faire de bruit. La porte s'est ouverte juste assez pour que je puisse regarder à l'intérieur. Ce soir, j'allais être le témoin silencieux d'un amour silencieux. À travers l'étroite ouverture de la porte, une scène paisible, comme un tableau éclairé par la douce lumière de la lune, s'est offerte à mes yeux. La chambre de mon beau-père était plus sombre que je ne l'imaginais, mais mes yeux se sont progressivement habitués à l'obscurité et tout est devenu distinct. Chloé était profondément endormie dans le lit. Ses lèvres entr'ouvertes et ses longs cils frémissaient légèrement à chaque respiration. Elle reposait sa tête sur le bras droit de son grand-père, ce bras tendu, solide comme une vieille branche de chêne. Et mon beau-père, il était assis exactement dans la même position que je l'avais vu ce matin fatidique. Le dos droit contre la tête de lit en bois dur, sans aucun coussin. En vêtements d'intérieur, la tête penchée sur sa poitrine, il semblait s'être endormi d'épuisement. La lumière de la lune éclairait ses cheveux grisonnants, leur donnant un éclat argenté. Dans l'obscurité, son visage paraissait encore plus fatigué, les rides du temps plus profondes, mais une étrange sérénité émanait de lui. Cette fois, ce n'était ni de la surprise, ni du choc. J'ai regardé cette scène avec tout mon cœur et tout mon esprit. J'ai vu ses épaules tendues, luttant pour que son corps ne bascule pas sur le côté. Sa main gauche était posée sur son genou, les doigts légèrement recroquevillés, comme pour contenir l'inconfort. Je pouvais presque sentir le sang circuler difficilement dans son bras droit, l'engourdissement partir du bout de ses doigts, remonter le long de son avant-bras jusqu'à son épaule. Cette sensation de fourmi, cette douleur sourde que Julien et moi avions connue, un vieil homme de près de 70 ans l'endurait maintenant. Chaque nuit, en silence, je suis resté là, cloué sur place. Des larmes coulaient sur mes joues sans que je m'en rende compte, mais je n'osais même pas renifler. Je ne voulais pas briser ce moment sacré. Ce n'était plus un grand-père s'occupant de sa petite fille, c'était une statue d'amour et de sacrifice. Mon beau-père avait transformé son corps vieux et fatigué en une forteresse solide pour sa petite fille, un havre de paix. Dans cette forteresse, il n'y avait ni pleurs, ni peur,
seulement de doux rêves. Une légère brise a fait bouger les rideaux, et la lune a éclairé plus vivement le visage de Chloé. Elle a bougé dans son sommeil, s'enfouissant encore plus profondément dans le bras de son grand-père. Par réflexe, le corps de mon beau-père a tressailli légèrement, mais son bras droit est resté absolument immobile. Il craignait que le moindre mouvement ne réveille sa petite-fille. Il luttait contre les réflexes naturels de son propre corps, contre le sommeil, contre la douleur, juste pour maintenir cet oreiller vivant parfaitement calme. J'avais obtenu la réponse que je cherchais. Une réponse qui n'était pas formulée en mots, mais qui était plus puissante que n'importe quelle explication. L'image de ce grand-père, assis droit au milieu de la nuit, endormant sa petite-fille avec son bras ankylosé. Cette image s'est gravée profondément dans mon esprit. Elle me rappellerait pour le reste de ma vie la grandeur de l'amour silencieux et du sacrifice désintéressé. De ma main toujours tremblante, j'ai refermé doucement la porte. Je me suis retourné pour repartir, mais mon cœur est resté dans cette chambre, auprès du grand-père et de sa petite-fille. Ce soir-là, ce n'est pas seulement ma fille qui a enfin trouvé la paix, mais aussi mon âme, après une longue tempête. De retour dans ma chambre, je ne me suis pas endormi tout de suite. Assise près de la fenêtre, je regardais le ciel étoilé, réfléchissant profondément à ce dont je venais d'être témoin. Cette nuit de révélation ne m'avait pas simplement confirmé un fait. Elle m'avait profondément et entièrement changé, de l'intérieur. Jusqu'à présent, je voyais le monde à travers le prisme de la raison, de la logique en noir et blanc apprise dans les livres. Faire dormir un enfant seul était la bonne chose à faire. Le prendre dans les bras et le consoler était une indulgence néfaste. J'avais interprété le silence de mon beau-père comme l'expression d'une indifférence démodée, le jugeant et même le méprisant un peu. Maintenant, toutes ces pensées négatives, tous ces préjugés, s'étaient dissipés comme la brume matinale. La révélation que j'avais eue n'était pas simplement de savoir ce que mon beau-père faisait, mais de comprendre pourquoi il le faisait. Il ne le faisait pas parce qu'il ignorait les méthodes modernes. Il le faisait parce que son amour était sans condition, sans règles. C'était un flux naturel. Un amour qui allait là où le réconfort était nécessaire, qui comblait le vide de la peur par sa simple présence. Le cœur d'un grand-père connaissait une vérité que les épais manuels de psychologie infantile ne pourraient jamais contenir. Ce dont un enfant a le plus besoin, ce n'est pas d'une indépendance forcée, mais du sentiment de sécurité absolue d'être aimé. Le changement en moi ne s'est pas limité à mes pensées, il s'est propagé à mes actions. Le lendemain matin, quand mon beau-père est sorti de sa chambre, je ne l'ai plus regardé avec un mélange de culpabilité et de curiosité, mais avec un regard plein de respect et d'amour sincère. J'ai commencé à prêter attention à ses petits besoins. J'ai remarqué qu'il aimait boire son café le matin, mais que sa vieille cafetière fuyait. L'après-midi même, je suis allé lui acheter une nouvelle cafetière à piston, la meilleure, pour que son café soit toujours chaud. C'était un petit geste, mais le début d'une véritable attention que j'aurais dû avoir depuis longtemps. À table, je ne lui faisais plus de reproches lorsqu'il donnait à Chloé un morceau de viande que je jugeais un peu trop gras. Au contraire, c'est moi qui lui servais ses plats préférés et lui demandais si le repas était à son goût. J'ai commencé à discuter davantage avec lui, plus sur les secrets, mais sur des choses du quotidien, sa santé, ses souvenirs d'antan. Je voulais rattraper ces années où, par indifférence, j'avais érigé un mur invisible entre nous. Julien a remarqué mon changement et a changé avec moi. Le soir, en rentrant du travail, au lieu de se plonger dans son smartphone ou son ordinateur, il passait plus de temps avec son père, à discuter. Il lui a acheté des compléments alimentaires pour ses articulations et les a posés en silence sur son bureau. L'atmosphère dans notre maison s'est progressivement réchauffée. Fini la tension étouffante, les plaintes sur les nuits blanches. À la place, il y avait de l'attention mutuelle, des nouvelles et des rires. Tout a commencé par la compréhension. La compréhension que le véritable amour, ce n'est pas d'imposer ce que l'on croit juste, mais d'apprendre à écouter et à ressentir de tout son cœur. Quelques semaines après cette nuit de révélation, par un dimanche matin ensoleillé, j'ai décidé que je devais faire quelque chose. Ma gratitude et mon respect pour mon beau-père grandissaient de jour en jour, et une attention silencieuse ne me semblait plus suffisante. Je devais parler. Je devais lui dire à quel point nous comprenions et chérissions son sacrifice. Mais comment le dire? À un homme aussi taiseux et humble, des mots grandiloquents et convenus ne feraient que le mettre mal à l'aise. Les mots devaient venir du cœur, simples, mais sincères.
Ce matin-là, comme d'habitude, mon beau-père s'était levé très tôt et s'était installé sur le balcon avec sa tasse de café. Julien et Chloé dormaient encore. Je suis allé discrètement à la cuisine, non pas pour préparer le petit déjeuner, mais pour faire chauffer de l'eau. J'ai préparé un verre d'eau tiède, ni trop chaude, ni trop froide, juste à la bonne température pour être bu immédiatement. Je savais que les personnes âgées aimaient commencer leur journée avec un verre d'eau tiède pour apaiser leur estomac. J'ai pris le verre à 2 mains et je suis allé lentement sur le balcon. Mon beau-père était assis dans son fauteuil habituel, contemplant en silence la ville encore endormie. En me voyant, il a été un peu surpris. « Tu es déjà levé ? Tu aurais dû dormir un peu plus. » J'ai souri et me suis approché pour lui tendre le verre. « Oui, je suis réveillé. Je vous ai préparé un peu d'eau tiède. On dit que c'est bon pour la santé. » Il a regardé alternativement le verre et moi, puis a hésité un instant. Il a fini par prendre le verre, et ses doigts calleux ont effleuré les miens. Étrangement, je les ai sentis chauds. Il n'a pas bu tout de suite, se contentant de tenir le verre dans la paume de ses mains. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai rassemblé mon courage. J'ai regardé droit dans les yeux de mon beau-père, des yeux ridés mais toujours clairs et bienveillants. Ma voix tremblait un peu, mais elle était très distincte. « Beau papa, vous vous êtes donné tellement de mal tout ce temps. Nous vous en sommes vraiment très reconnaissants. » Je n'ai pas dit merci de garder Chloé ou merci de l'endormir. Juste cette simple phrase, vous vous êtes donné tellement de mal. Mais dans ces quelques mots, j'avais mis toute ma compréhension, ma gratitude et mes excuses. Je savais qu'il comprendrait. Il s'est figé un instant. Son regard trahissait une surprise qu'il ne pouvait cacher. Il avait probablement passé sa vie à donner sans rien attendre en retour, à se sacrifier sans avoir besoin de la reconnaissance de personne. Ma gratitude directe et sincère était quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas, mais la surprise a vite disparu, et il m'a semblé que le coin de ses yeux rougissait légèrement. Il a rapidement tourné la tête pour regarder au loin, comme pour cacher son émotion. Puis il a esquissé un sourire bienveillant teinté d'une légère gêne. « Quel mal! Ma petite fille m'aime tellement. Ça me fait plaisir. » Il a porté le verre à ses lèvres et a bu une gorgée d'eau. J'ai vu sa pomme d'Adam bouger légèrement. À cet instant, bien que peu de mots aient été échangés, j'ai senti qu'un lien profond s'était créé entre nous. Une complicité qui dépassait la relation habituelle entre une belle-mère et sa belle-fille. Les mots venus du cœur avaient été reçus par un cœur entier. Après ce matin-là, ma relation avec mon beau-père a pris un nouveau tournant. Ce n'était plus un respect unilatéral de ma part, mais une compréhension et une confiance mutuelle. Le secret de l'oreiller de bras, l'histoire de cette nuit où il avait veillé sur sa petite fille assise, n'a plus jamais été mentionné entre nous. C'est devenu notre pacte silencieux. Il ne voulait pas en parler, et je n'avais plus besoin d'en demander plus. Nous avions tous les deux compris que certaines choses sacrées doivent être gardées dans le silence. Mises en mots, elles risqueraient de perdre leur poids et leur pureté. Je n'ai plus cherché de secret ou de méthode pour endormir mon enfant. J'avais déjà obtenu la réponse la plus précieuse. La réponse ne résidait pas dans la technique, mais dans l'attitude. C'était l'amour, la patience et la volonté de faire passer les besoins de l'autre avant son propre confort. J'ai commencé à appliquer cette leçon dans ma vie. Après discussion, nous avons installé un petit matelas juste à côté du lit de mon beau-père. La nuit, Chloé dormait toujours avec son grand-père, mais au lieu qu'il reste assis toute la nuit, nous l'avons convaincu de s'allonger sur le matelas avec sa petite fille. Au début, il a refusé, craignant de s'endormir et de ne pas pouvoir veiller sur elle. Mais je lui ai dit, « Beau papa, vous devez vous allonger et vous reposer. Donnez-lui juste votre bras. Ça nous fait trop mal au cœur de vous voir assis comme ça toute la nuit. » Sentant probablement notre sincérité, il a accepté. Son bras droit restait l'oreiller irremplaçable de Chloé, mais au moins son vieux dos pouvait se reposer. Progressivement, nous avons commencé à essayer d'autres méthodes. J'ai compris que l'enfant n'avait pas simplement besoin du bras de son grand-père, mais d'un sentiment de sécurité avant de s'endormir. Chaque soir, avant que Chloé n'aille se coucher avec son grand-père, Julien et moi l'accompagnions. Nous nous asseyons à côté d'elle, l'un lui caressant le dos, l'autre lui racontant une courte histoire. Nous avons créé une atmosphère chaleureuse et pleine d'amour. Petit à petit, la dépendance de l'enfant à l'oreiller de bras a diminué. Certaines nuits,
Le simple fait de tenir le doigt de son grand-père suffisait à la rassurer et à l'endormir. Le secret du sommeil de Chloé n'était plus un problème à résoudre, un fardeau. C'est devenu une leçon douloureuse mais magnifique sur l'amour au sein de la famille. J'avais cherché une solution rapide, une astuce pour me débarrasser d'un problème. Mais j'ai finalement compris qu'en amour, il n'y a pas de raccourci. L'amour demande du sacrifice, de la patience et surtout de l'empathie. Le secret du grand-père n'était pas gardé dans le silence de l'oubli, mais dans le profond respect du cœur. Il est devenu un phare qui éclaire mon chemin en tant que mère et belle-fille. L'amour silencieux de mon beau-père, tel un petit caillou jeté dans un lac tranquille, a créé des ondes qui ont atteint toute la famille et tout transformé. Notre maison s'est remplie non seulement de nuits paisibles, mais aussi de pluies de rires et de chaleur. Le sacrifice de mon beau-père n'a pas seulement résolu le problème de Chloé. Il a aussi comblé les fissures invisibles dans nos relations, créées par la fatigue et la pression de la société moderne. Julien et moi avons appris à être plus attentifs l'un envers l'autre, et surtout, à prendre soin de son père. Nous ne le considérions plus comme une aide ménagère. Nous le voyons comme notre pilier moral, le cœur de notre famille. Le week-end, au lieu de chercher des distractions à l'extérieur, nous passions du temps à la maison avec lui, à entretenir ses plantes et à écouter ses vieilles histoires. Julien lui a acheté un fauteuil massant pour que son père fatigué puisse se reposer. J'ai commencé à apprendre à cuisiner ses plats préférés, les plats simples de sa région qu'il n'avait pas mangés depuis longtemps. Nous voulions qu'il sente que son sacrifice était toujours précieux et qu'il méritait pleinement de passer une vieillesse confortable et heureuse auprès de ses enfants. Chloé a grandi chaque jour, entourée de l'amour de toute sa famille. Son affection pour son grand-père était très spéciale. Non seulement elle l'adorait, mais elle a aussi appris à prendre soin de lui. Quand il toussait, elle lui apportait un verre d'eau à petits pas. Quand il se massait le bras, elle l'imitait en le massant avec ses petites mains. Sa force était quasi nulle, mais cela suffisait à le rendre heureux pour toute la journée. L'amour que son grand-père lui avait donné lui revenait sous forme d'un amour pur et filial. Quelques années plus tard, quand Chloé est devenue une jeune fille, l'habitude de poser sa tête sur le bras de son grand-père est revenue de temps en temps. Non pas parce qu'elle ne pouvait pas dormir, mais comme un moyen de retrouver la paix de son enfance. À chaque fois, je me souvenais de la tête blanche de son grand-père, brillant sous la lune, de son dos droit au milieu de la nuit. L'oreiller de bras de son grand-père est devenu pour notre famille un héritage et un symbole d'amour inestimable. L'histoire du sommeil de Chloé ne contenait aucune magie miraculeuse. Il y avait seulement un grand-père avec un amour infini, un homme qui, pour sa petite fille, était prêt à devenir un oreiller, un soutien, un monde de paix. Et cet amour, comme une bonne graine, a pris racine, a fleuri, et a apporté une fin heureuse non seulement à son grand-père, mais à nous tous. Mon beau-père a donné un sacrifice silencieux, et il a reçu en retour les choses les plus précieuses, le respect, l'amour, et un foyer toujours rempli de la chaleur de sa famille.